En 1945, la France tente de se redresser de la Seconde Guerre mondiale. L'industrie cinématographique de l'Hexagone, elle aussi, doit reprendre un nouvel élan afin de contrebalancer l'arrivée de centaines de films d'Hollywood produits pendant la guerre qui déferlent sur les écrans de tout le pays après une absence de 4 ans. Dans ce contexte d'effervescence, deux amis, un certain Jacques Prévert et Paul Grimaud, commencent à faire un rêve: produire le premier long métrage d'animation français et concurrencer le modèle de Blanche-Neige et les Sept Nains, sorti 8 ans plus tôt par le déjà célèbre studio Disney. Après une histoire mouvementée, le film ne sort que plus de 30 ans plus tard, après le décès de Prévert, sous le titre Le Roi et l'Oiseau. Pour ce premier épisode de Coupé, le podcast cinéma de Coupe-Filard, nous vous proposons un voyage poétique au cœur d'un jalon de l'animation qui a bien failli ne jamais voir le jour. Nous sommes Alexis Consigny, Célia de Saint-Réquier et Nicolas Bousser. Moteur, Ça tourne. Action. Il était une fois un roi aux tendances relativement dictatoriales qui tombait amoureux d'une peinture d'une jolie bergère. La nuit, dans la chambre du roi, les peintures s'animent, et même celle du dernier portrait du roi qui tente de récupérer la bergère, amoureuse, elle, du tableau adjacent d'un jeune ramoneur. les deux amoureux s'échappent grâce à l'aide d'un oiseau bien décidé à déranger au maximum les affaires du roi qui a essayé de tirer sur l'un de ses petits. Dans une course-poursuite à travers le royaume aux allures surréalistes de tachycardie, les deux amoureux rencontrent un aveugle musicien. Des lions au cœur tendre. Et même un automate géant de métal aux tendances quelque peu destructrices. Ce conte farfelu, mêlant poésie et absurdité, semble bien éloigné du conte du créateur de La Petite Sirène, Hans Christian Andersen. Pourtant, c'est bien son court récit, La bergère et le ramoneur, qui est à l'origine du projet. Dans la version d'Andersen, les deux amoureux sont des figures de porcelaine qui fuient lorsque le prétendu grand-père de la jeune fille tente de la marier de force à un satyre. Après plusieurs aventures, le couple finit par obtenir son accord, un peu contre son gré, de vivre leur amour en toute liberté. À l'époque du projet, Grimaud et Prévert travaillent déjà à une adaptation en court-métrage animé d'un conte d'Andersen, Le Petit Soldat, sorti en 1947, sur l'histoire du soldat de plomb. Ils se connaissent depuis plus de 15 ans et réalisent qu'Andersen se prête bien à l'adaptation en film d'animation. Prévert propose alors le conte de la bergère et du ramoneur. Ils travaillent longuement à l'adaptation. Ils trouvent des financements et se mettent à travailler avec leur équipe pour la société Les Gémeaux, dirigée par Grimaud et André Sarru. Il est alors très compliqué pour l'équipe française d'évaluer les coûts et les temps de production du film, car ils n'ont presque que Blanche-Neige comme point de repère, dont la production avait duré 4 ans. Ils pensent s'en sortir pour un peu moins de 3 ans. Ils commencent avec une petite équipe, mais celle-ci ne cesse de s'agrandir pour arriver à une centaine de collaborateurs. La réalisation s'étire, les tensions grandissent dans l'équipe et, à court d'argent, André Sarru décide finalement de virer Grimaud et d'achever le film. Prévert et ce dernier refusent de signer la version qui sort en 1953 sous le titre La bergère et le ramoneur, considérant qu'elle est bien trop éloignée de leurs attentes. Pourtant, elle est bien accueillie par la critique, notamment parce que c'est un des premiers longs métrages d'animation français. Présenté à la Biennale de Venise en 1952, il reçoit le Grand Prix. On s'est traités de dingues les uns les autres, mais je crois que si on n'avait pas été dingue, il n'y aurait jamais eu de dessin animé en France. Dégoûté par cette expérience, Paul Grimaud abandonne un temps l'animation et rejoint la Cinémathèque française. Puis en 1951, il fonde la société de production Les Films Paul Grimaud. En 1963, les droits de La bergère et le ramoneur parviennent à expiration et Grimaud rachète le négatif du film. Mais il se rend compte que la plupart est inutilisable et que personne ne sait où se trouvent les celluloïdes originaux. Un long travail commence alors pour Grimaud et Prévert, qui tentent de transformer le film afin de le faire coïncider avec leurs espérances. La narration évolue, elle aussi. Les deux personnages d'amoureux perdent de leur importance au profit du roi et de son ennemi volatile, donnant ainsi son nouveau nom au film. En plus de son contenu, la technique du film nécessite également de nombreux aménagements. La couleur, par exemple, doit être savamment travaillée afin que les séquences récentes ne dénotent pas avec les couleurs originelles du film.
De même, l'animation des paroles des personnages avait été conçue en totale adéquation avec les voix et les intonations des premiers comédiens. Le casting original comprenait ainsi Anouk Aimée, Serge Reggiani ou encore Pierre Brasseur qui avait le rôle de l'oiseau. Ce dernier, décédé en 1972, est remplacé par Jean Martin, qui doit imiter les intonations de Brasseur afin de réussir à faire coïncider le son et les images. Enfin, Joseph Cosma est remplacé dans la composition des musiques. Le duo Prévert et Grimaud et lui sont fâchés depuis la sortie du premier film. C'est le compositeur Quillard qui donne au film son thème principal, tout en décidant de garder les productions de Cosma, comme la chanson des Oisillons. Face à ce nouveau projet ambitieux, Grimaud parvient finalement à obtenir du CNC 1 million de francs d'avance sur recettes en 1976. Le CNC demande cependant que le film soit coproduit par les films Corona, qui avaient notamment produit des films à succès comme Le Cornu en 1965, un film de Gérard Houry. Au même moment, en 1977, Jacques Prévert, malade, décède. C'est lui qui avait eu l'idée du plan final. Il savait qu'il ne le verrait pas, mais que d'autres le verraient. Le jardin reste ouvert pour ceux qui l'ont aimé. Cette phrase très belle de Jacques m'a accompagné lorsque je suis resté seul pour mener notre film à son terme. Le film sort en 1980. Avant même sa sortie en salle, le 13 décembre 1979, il reçoit le prix Louis Deluc. C'est encore à ce jour le seul dessin animé sacré par le prix. Il reçoit des critiques plutôt positives et connaît un relatif succès commercial. Il obtient près d'1,5 million d'entrées à sa première exploitation. Même s'il n'est plus du tout le premier long métrage d'animation français, il marque quand même durablement le public, au point qu'il devient rapidement un film classique. Beaucoup d'enfants m'écrivent et m'envoient des dessins. On me demande souvent si je destine mes films aux enfants ou aux grandes personnes. C'est difficile de répondre à cette question. D'abord parce que je n'arrive pas bien à situer la frontière. Il y a une limite bien sûr, comme il y a une frontière entre le végétal et l'animal, mais les savants discutent là-dessus à longueur d'existence. Ces films sont faits pour des gens à qui on a envie de raconter quelque chose. Mais je ne pense ni aux enfants ni aux grandes personnes. Je sais que quand j'étais gosse, quand j'avais 5 ou 6 ans, j'étais à l'école à la campagne. Il y avait des gosses de mon âge qui étaient déjà des vieux cons, des vieux schnocks, en avance sur leur âge, et il n'y a aucune raison pour que ça se soit arrangé depuis. Bon, maintenant qu'on vous a raconté tout ça, vous comprenez déjà pourquoi ce film a une histoire, dans sa création, qui est intéressante. Mais ce n'est pas tout. Alors, pourquoi Le Roi et l'Oiseau ? Alors pour moi, c'est le film de mon enfance. Le film qu'on a regardé 1000 fois. En fait, c'était le film préféré de mon grand frère, qui a 6 ans de plus que moi et dont il avait forcément l'autorité pour choisir les films. Et je pense qu'il me l'a fait regarder un certain nombre de fois, donc je sais pas si c'est vraiment un vrai amour ou juste un amour forcé qui m'a fait aimer ce film. Mais du coup, c'est vrai, pour moi, c'est le film d'animation. Pourtant, on est une famille qui aime les Disney. On les voit pas du tout. Enfin, j'ai pas vu Le Roi et l'Oiseau en contre-pied de Disney, alors que c'est vraiment comme ça qu'il a été créé. Mais c'est vrai que oui, ça reste un film vraiment important. Mais c'est marrant parce que quand je l'ai revu là, j'avais vraiment des souvenirs assez précis du film, mais en fait j'arrivais pas à reconstruire la narration parce que je me disais mais c'est bizarre, ces souvenirs ils vont pas ensemble. Et en fait je me suis rendu compte que oui, en fait les souvenirs ils vont pas ensemble parce que ce film est bizarre. Enfin il y a vraiment un mélange de choses qui sont vraiment où tu sais pas pourquoi ça arrive. Ça c'est sûr, il est bizarre. Ouais. Et en fait je me suis rendu compte que en fait je m'en rappelais vraiment plutôt bien. Juste c'est vraiment chelou. Ouais, alors moi pour le coup je me rappelle l'avoir vu enfant, mais je pense que je l'ai vu une fois. Et c'est vraiment en le revoyant pour préparer le podcast justement que j'ai redécouvert entièrement le film et que j'avais presque pas de souvenirs. J'avais 2-3 morceaux à droite à gauche, mais sinon ça a été une totale redécouverte, surtout avec l'œil de 2023, enfin de comment dire. Maintenant on a plus d'expérience, on a fait des études en histoire de l'art, etc. Donc le film est bourré de références totalement artistiques et je me suis beaucoup arrêté là-dessus. Enfin, tu peux t'amuser à retrouver les œuvres célèbres qui ont été... Il y a des Manet... Des Picasso, même le roi en fait, enfin, les portraits Louis XIV, Rigaud, tout ça, il y en a partout. Et la place de l'art notamment dans le film est très intéressante. Et même on aura l'occasion d'en discuter, mais les paysages en fait, l'esthétique, c'est très cubiste, c'est très Giorgio de Chirico, quoi. C'est totalement ça. Donc film d'enfance, pas vraiment. Je l'ai vu, mais... c'est plutôt le redécouvrir maintenant, avec l'œil d'adulte, que je trouve super intéressant. Et justement, c'est le point assez important de se dire, est-ce que c'est un film pour enfants ou un film pour adultes ? Pour ma part, ça a été une découverte récente.
C'est... alors pourtant que j'adore le cinéma d'animation et tout, mais j'ai plutôt grandi avec des films plus communs, genre des Disney, des trucs comme ça. Et justement, j'ai pris un peu le... Taramel chaudron magique. Par exemple. J'ai un amour énorme pour Taramel chaudron magique. Vous pouvez le retrouver dans un autre podcast. Par exemple. Alors, et du coup, je pense que j'ai approché ce film avec toute l'aura aussi qu'il avait, parce qu'il est cité un peu partout comme un film très important et tout. Et j'ai été déçu de ne pas être séduit par le film. Et c'est horrible ça. Moi, c'est ma plus grande peur. Quand je regarde un film dont tout le monde dit mais c'est vraiment génial. Et toi, tu regardes, t'es en mode... Oui, genre Citizen Kane. On pourra en reparler. Genre Citizen Kane. Un autre numéro de dans coupé. Un prochain notre énorme déception. Voilà, on va défoncer Citizen Kane. Donc voilà, donc de grandes attentes, mais bon, quand même content d'avoir découvert ça. Même si j'aurais bien aimé avoir ce décalage du coup entre le souvenir d'enfance et puis le visionnage adulte. En fait, le truc, c'est que le regard adulte change totalement logique, la perception de la chose. Et moi, j'ai vraiment regardé le film, pas tant pour l'histoire, mais j'ai regardé toute l'esthétique du film. Et je l'ai trouvé très beau. Mais effectivement, quand tu essaies de suivre l'histoire et que tu regardes ça juste pour l'histoire, et c'est très bizarre. Hein. C'est très bizarre. Mais parce que vraiment... Mais c'est du Prévert. Oui, c'est ça. Tu vois, vraiment, la montée d'ascenseur, par exemple, avec toutes les énumérations, c'est du Prévert, en fait. C'est ce que je voulais te demander, justement, parce que moi, un des trucs dont je me rappelais le plus, c'était cette montée d'ascenseur petite. Et je voulais te demander, toi, quand tu dis que t'avais pas beaucoup de souvenirs, et je me demandais c'était quoi ces souvenirs-là que t'avais du film. Si t'en avais des précis ou pas vraiment. J'avais vraiment pas de... Je me rappelais vraiment de la figure du roi, qui a quand même un physique un peu particulier. Et vraiment, en le revoyant hier, le roi, on le voit très rapidement de profil. Et j'étais devant mon ordi et je me suis dit, mais c'est Louis XIV, en fait. C'est vraiment le nez des Bourbons. C'est marrant. Et non, sinon, des souvenirs précis... Pas vraiment, c'était un voile assez opaque au-dessus de ce film. Non, c'est une redécouverte quasi totale. Hein, donc non, très intéressant. C'est marrant parce qu'à vous entendre, du coup, ce qui est resté un peu, c'est un diaporama d'images fortes, plus qu'une histoire... Ah bah bien sûr. Vraiment, mais en fait, l'histoire, moi je trouve qu'elle est au second plan. Mais elle est au second plan. C'est une excuse, en fait, je pense. C'est ça. Alors, en fait, l'histoire, c'est un prétexte. Après, ce que t'en ressors, mais ça aussi, c'est... Le regard adulte, et encore, tu le regardes à l'adolescence, tu peux le percevoir aussi, c'est toute la fable politique qu'il y a derrière, avec la ville basse, où les gens qui sont dans la pénombre, il n'y a pas de lumière. Parce qu'il y a des côtés très Métropolis aussi. Ah mais exactement. En fait, j'ai vu la ville, je me suis dit, ça me fait penser à Métropolis tout de suite. Cette espèce de grande tour de Babel, qui avec des étages, et tout en haut, l'appartement secret du roi, très secret. Vraiment, quand il appuie sur les boutons, il fait tomber tout le monde. Enfin, ça, c'est les trucs qui étaient vaguement restés. Tu vois, en plus, c'est le mec qui à un moment danse là pour éviter les trappes, la trappe qui le tue. Donc ça, c'est ça qui était resté. Mais le gros du film, non. Et après dire l'histoire de la bergère et le ramoneur, c'était un peu passé à la trappe. Enfin, moi, je m'en souvenais plus trop. Mais c'est vrai que c'est tout le côté politique qui l'emporte sur la fable mais c'est de ça, l'amour. En fait, la bergère et le ramoneur, on les voit pas beaucoup. Enfin, on les entend pas beaucoup, surtout. Ils sont là, quoi. Ils ont le mérite d'être là. C'est le propre, c'est le but de l'histoire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de paroles. Celui qu'on entend peut-être le plus, je pense que c'est l'oiseau, en fait. Oui, parce que le roi, il parle presque pas. Il parle presque pas, et quand il parle, on voit cette espèce de dents pointues ignobles. Franchement, je me rappelle pas avoir été effrayé par ce film-là enfant, mais je le trouve effrayant. Enfin, je pense que ça peut effrayer des enfants. Il y a un moment qui me faisait peur, c'est le moment, je sais pas si tu te rappelles, quand le roi tombe avec le cheval dans la flaque du tableau. Et en fait, il se remonte comme ça et ça m'avait terrifiée. Et c'est en le revoyant là, il y a 2 jours, où je me suis dit genre, c'est le moment qui fait peur. Mais c'est ça, mais c'est pareil, t'as des moments avec le roi qui sont très effrayants et des moments absolument risibles. Enfin, quand ils sont dans ce qui est censé évoquer Venise, là, sur leurs espèces de petits bateaux ridicules. Enfin, c'est ridicule comme ça, quand tu vois se déplacer sur son trône, là, et, qui bouge. Puis même à quel point il louche, et du coup, qu'au tout début, il n'arrive pas à tirer sur l'oiseau et tout le monde est là, genre, oh merveilleux. Oui, c'est ça. Et puis t'as des éléments qui passent au second plan dans la narration, mais qui en fait sont très importants. Juste le fait que en fait, le roi qui est peint sort du tableau, lui ne louche pas, et très rapidement, le roi qu'on voit ne louche plus. Enfin, c'est parce qu'il s'est remplacé. Il se fait remplacer par le mec du tableau. Pas du tout. Et je suis restée en mode genre, genre il se débarrasse du roi, mais genre comme ça, genre vraiment c'est un truc, ça arrive, et genre voilà, c'est tout. Ça arrive très vite dans l'histoire. T'as le peintre du roi qui est un peu le Rigaud, censé représenter Rigaud, qui peint le roi
en train de loucher. Donc le roi le fait tomber dans la trappe, là, dans un couloir d'ailleurs où t'as que des Picasso. C'est une espèce de coursive là, de loggia, t'as que des Picasso au mur. Et après, c'est vrai que très rapidement, le roi sort du tableau, la vraie histoire se met en place, et il ne louche plus du tout. Mais la présentation du roi, je l'ai revu du coup il y a pas longtemps, et je l'ai trouvé très frappante. C'est que ça commence par un espèce de portrait qui évoque un peu une caricature, du coup, où on le voit loucher. Ouais. Et donc là, on se dit, c'est probablement du coup une vue d'artiste qui essaie de le représenter de façon risible. Juste après, le plan d'après, tu vois toutes les œuvres d'art qui ont été bâties autour de lui, qu'il présente un peu comme un grand chasseur, comme quelqu'un d'important et tout. Et juste après, tu le découvres de profil. Ouais. Et donc tu le vois pas tout de suite, tu le vois avec son pistolet de profil, et c'est ensuite quand il se tourne de rater la cible. Exactement. Et t'as le mec après qui va faire des trous dans la cible et qui, tout est visible dans la présentation. J'adore. C'est-à-dire que dès que tu le vois, il est pas effrayant, il devient effrayant. Et je pense en fait c'est le roi qui est sorti du tableau qui devient effrayant, parce qu'avant ça c'est juste un espèce de pantin un peu ridicule, qui arrive même pas à bien viser alors qu'il adore la chasse soi-disant. C'est juste, il est ridicule. Je le trouve un peu touchant. Et vraiment, ce profil-là, c'est Louis XIV. J'ai revu, il y a un portrait de Louis XIV qui est très tardif, où tu le vois, je sais pas si vous voyez ce que c'est, on le voit de profil, c'est un portrait en cire, avec les cheveux très, très gris. Oui, il est... Et là, le nez, c'est vraiment... tu compares ce profil-là à celui du roi dans Le Roi et l'Oiseau, c'est ça. Je vois totalement de quoi tu parles. Ouais. Mais je reviens sur moi, c'est la figure du robot aussi. Et je me suis rendu compte à quel point en fait elle avait une postérité. Parce qu'en fait depuis, je sais pas, ça fait 5-6 ans que quand je vois des films genre Le Château dans le ciel de Ghibli ou d'autres films comme Le Géant de Fer aussi, qui est un autre film d'animation, où à chaque fois je me dis mais j'ai déjà vu j'ai déjà vu ce géant de fer là, et en fait je n'arrivais pas à me rappeler où. Et là, c'est quand je l'ai revu, je fais, mais c'est totalement celui-là. En fait, tout a été complètement... ça a été vraiment un modèle, je pense. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça... Finalement, même s'il est sorti 30 ans après, c'est resté un modèle de film d'animation... Voilà, et après tout le truc avec Miyazaki, on peut en parler, mais c'est vrai que eux-mêmes le disent que ça a été tellement important la source pour eux. de tout. C'est Takahata qui a dit qu'il aurait pas fait de l'animation s'il avait pas vu. Alors lui, il dit La Bergère et le Ramoneur, donc la première version. Ah oui, d'accord. Je l'ai pas trouvé. Je l'aurais bien aimé la voir avant de faire le podcast, et j'ai pas réussi à la trouver. Je sais pas si... Peut-être qu'ils l'ont fait disparaître. Je ne sais pas. Comme ils avaient l'air de pas vraiment apprécier le montage. C'est possible que ça... Je pense que c'est vraiment difficile à trouver. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir l'avant-après. Complètement. Parce qu'ils avaient l'air de dire que des fois, on voyait encore la différence entre les coloris d'avant et les coloris d'après. Il y a quelques séquences où je me suis dit, ah oui, ça doit être, ou ça doit être une récente, mais j'étais pas forcément certaine à chaque fois, et je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'il y a énormément qui est resté. En fait, la première version faisait 60 minutes et ils ont rajouté 40 minutes d'animation en enlevant 20 minutes à la première version. Donc du coup, c'est ça. Parce que là, le film, il fait 1h20 en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je trouve que la séquence, toute la séquence dans la ville basse avec la fosse au lion est un peu longue. Je me rappelais qu'elle était longue, et vraiment en le revoyant, je me suis dit genre... Ah ouais, c'est long quand même. Mais vraiment, je reviens là-dessus parce qu'on parle des lions, mais c'est vraiment le mindset avec lequel j'ai regardé ce film. Même en voyant les lions, quand ils sont énervés, j'avais l'impression de voir du Delacroix en fait. De voir les faciès des lions de Delacroix avec les yeux. Ah non, mais j'étais vraiment à fond. Mais t'as tellement de refs à chercher. Ouais, mais y a même quand ils sont dans le musée, là, que t'as le gardien qui les suit parce qu'il veut les attraper, machin. Oui. C'est pareil, t'as que des antiques. T'as le disco ball de Muron, t'as l'Apollon du Belvédère et tout ça avec la tête du roi. Et la place de l'art, elle est pas... Elle est prépondérante, c'est pas pour rien en fait. C'est présenté un peu comme un outil de dictature pour... Enfin, même l'usine en fait, où on construit des statues du roi, c'est ça. Hein, c'est un peu comme un moyen de... Je dirais presque d'oppression. En fait. Oui. C'est ça, c'est ces effigies du roi partout qui reprennent des grands mais je pense que tu vois, peut-être que dans le sens où la dictature par l'image est vraiment voulue comme le truc de l'oppression, mais par contre les références artistiques, là je pense que c'est plutôt eux qui se sont fait plaisir. Oui, c'est ça, tu vois. Bien sûr. Et ils ont vraiment tout mis, attendez, parce que moi j'ai pris des petites notes. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? J'ai noté une autre rêve. Alors oui, effectivement, à un moment, quand ils sont dans le salon, t'as le roi en portrait de Charles d'Angleterre de Van Dyck, t'as le roi en Docteur Gachet de Van Gogh, t'as le roi en fifre de Manet. Oui.
c'est le seul que et j'ai ça connu. tu peux t'amuser. Je suis sûr que tu peux en trouver plein d'autres. Ça, j'ai juste fait pause, je me suis étouffé avec mon café. Mais ça, je connais ça. Surtout à l'heure où l'expo Van Gogh est au musée d'Orsay. Ouais. Et puis après, oui, les architectures aussi. Enfin, ne serait-ce qu'à un moment, ils sont à Venise. Ils sont ni plus ni moins à Venise. Ouais. Oui, tu vois le palais des Doges, ouais. Et cette ville est absolument... Et les échelles dans la ville, surtout aussi. Oui. C'est-à-dire que des fois, tu les vois sur des escaliers, donc c'est censé évoquer l'immensité, mais à côté de ça, les échelles sont très bizarres, et notamment quand ils sont dans la ville basse, à un moment, je crois que c'est vers la fosse aux lions. Donc la fosse aux lions est censée représenter une grosse arène, et au-dessus, tu as une espèce de grande fenêtre qui est représentée, qui fait penser à une fenêtre d'église, mais une petite fenêtre d'église, et les formats sont assez bizarres. Je n'arrive pas à expliquer ce que je veux dire, mais c'est qu'en gros, c'est comme s'ils avaient grossi des éléments qui normalement sont petits, et qui les avaient collés au-dessus d'éléments qui eux normalement sont énormes et qui apparaissent maintenant petits. Donc il y a l'enceinte avec les lions, et au-dessus tu as l'espèce de vitrail qui tu sens que c'est une petite fenêtre d'église normalement. Et quand ils sont sur les places principales de la ville, machin, tu vois les grandes colonnes, même la colonne en fait qui porte l'appartement secret du roi. Elle est représentée comme un truc énormissime, qui est colossal, qui est bien plus grand que les bâtiments, alors que globalement c'est une colonne type ce que tu as sur le Parthénon. C'est déjà grand, mais là c'est juste gonflé à l'extrême, et tu te retrouves avec des proportions très contrariées, ce qui participe au côté ridicule du royaume de tachycardie, quoi. Totalement. Mais vraiment dans la perte de tous les repères. Ouais, mais totalement. Ouais. Tu sais pas où t'es. Et chaque nouvel épisode, nouvelle aventure, entre guillemets, du berger et de la... Non, de l'inverse. De la bergère et du ramoneur. Ils sont dans un nouvel environnement. Mais surtout, genre, à la fin aussi, quand le robot détruit tout, tu te rends compte à quel point, en fait, il y a des bâtiments que t'as pas vu du tout dans le film, et à la fin, en fait, tout ne devient qu'un petit, finalement, tas de briques. Mais c'est ça, tu le vois assis dessus, avec le signe final de cette fable politique, évidemment, l'oiseau qui essaie de sortir de la cage, le robot qui ouvre la cage et qui après brise la cage avec son poing en mode... dictature, quoi. Et quand il est assis, c'est le penseur de Rodin aussi. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Ouais. Vous avez fait l'histoire de l'art, vous, non? Vite fait. Mais par contre, je voulais savoir un peu comment vous aviez appréhendé cette fin, parce que moi je la trouve un peu étrange, dans le sens où on suit des personnages tout le long du film, et on finit du coup sur quelque chose qui est très métaphorique. Ouais. Et j'ai trouvé ça un peu étonnant. Je me suis dit, en tant qu'enfant, ça doit être particulier à voir de finir sur quelque chose où tu sais pas trop ce que sont devenus les personnages, sauf le roi, qui a été du coup expédié vers d'autres cieux. mais ouais, je sais pas comment vous l'avez ressenti. Moi, je me rappelais pas de la fin. Enfin, en tout cas, je me rappelais pas du roi, et quand je l'ai revu, je me rappelais pas comment le roi finissait. Mais par contre, quand j'ai revu le petit oiseau avec sa cage, à la fin, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il va le sortir, et il va éclater la cage. Et ça, je m'en rappelais. Mais après, je suis pas sûre qu'enfant, c'est comme tout, quoi. Je suis pas sûre qu'enfant, tu perçois autant ce que c'est. Mais ça m'a marqué quand même, ça m'a plus marqué que le fait qu'on éjecte le roi à coups de méga ventilateur. Donc c'est marrant, quoi. Ouais. Oui, je pense qu'enfant, tu perçois pas forcément tout de suite toutes les nuances, et c'est bien la preuve que c'est un film qui n'est pas fait que pour les enfants. Non, on a lu en introduction une des citations où Grimaud explique qu'il ne sait pas s'il fait ses films pour les enfants ou pour les adultes, et que déjà quand il était gosse, il connaissait des enfants qui étaient déjà des vieux cons. Et il y en a une autre, attends, je crois qu'il y en a une autre qui est formidable aussi, que j'adore, qui est... Ah oui. Vous savez, il faut dire que le boulot que je fais est quand même une denrée un peu particulière. C'est ce qu'on appelle du cinéma marginal. Les gens ont l'impression de se retrouver devant un produit réservé aux gosses. Pourquoi pas après tout? Heureusement qu'il y a les enfants qui ont envie de voir nos films. Et puis le fait qu'il n'y a pas de vedettes, de personnages dont on lit la vie privée dans les magazines, alors tout ça ne facilite pas la distribution. Sacré caractère. En fait, globalement, dans ce film-là, toutes les frontières sont brouillées, à tous les niveaux. Ouais. Genre, tu te retrouves dans une espèce d'œuvre très étrange, qui, je pense, à l'époque devait totalement sortir de l'ordinaire. Elle sort toujours de l'ordinaire aujourd'hui, je trouve, bien qu'aujourd'hui on soit abreuvé quand même oui, c'est vrai. De choses qui aussi peuvent s'en rapprocher, mais à l'époque ça devait être assez curieux, quand même. Oui, je trouve ça fou qu'il ait eu autant un succès à l'époque. Ouais. Après, il y en avait pas beaucoup, donc c'est peut-être aussi pour ça, mais
je trouve ça fou qu'il ait eu autant de succès à l'époque alors que quand il est sorti en 80, c'était vraiment Disney, il y avait que Disney. Mais effectivement, quoi, encore, et même s'il est Disney, il y a quand même à chaque fois un message, une espèce de morale. C'est quand même ce film-là tranche énormément avec tous les Disney, mais ne serait-ce que par de sa gravité visuelle déjà. Je trouve. Mais parce que chez Disney, je trouve en tout cas que c'est beaucoup plus porté par ce qui arrive aux personnages que tu suis, et c'est beaucoup moins. Il y a des images bien entendu, mais elles sont beaucoup moins assumées en tant qu'image. Que là, il y a vraiment des passages qui sont là pour transmettre quelque chose et pas forcément pour faire avancer ce que vivent les personnages. Et du coup, il y a ce côté un petit peu ambigu en fait, où on ne sait pas vraiment l'histoire de qui on suit, on ne sait pas vraiment si cette histoire, ça a eu un sens, qu'elle arrive à son terme. Ça, c'est vrai que tu sais pas du tout qui tu suis. Tu commences avec un roi qui, quelques minutes après, n'est plus le même roi. Globalement, c'est le roi qui sort du tableau. C'est justement la bergère et le ramoneur, je vais y arriver, qui après sortent du tableau. Donc, tu as vraiment l'intrigue qui, techniquement, est centrale, puisqu'elle est inspirée d'Anderson, qui se met en place. Mais t'as quand même beaucoup de plans sur le roi. Et même sur... Il y a tous les personnages secondaires, tous ces hommes de main là qui se ressemblent tous, ils sont très importants aussi. Et puis en fait. Le petit chien, le petit chien, le petit chien qui à un moment on a l'impression qu'il est en fait pas si gentil, et tu te rends compte qu'en fait si il est gentil parce qu'il aide les oisillons, etc. Ça aussi c'est une figure assez curieuse, ce chien. Et j'y pense là, du coup j'évoque ça. Les ascenseurs aussi. Parce que le premier ascenseur, la montée énorme, c'est une sorte de petite fusée. Mais après, les bâtiments eux-mêmes sont des ascenseurs. Il y a le poste de police à un moment qui devient l'ascenseur, qui monte. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je sais plus quel autre bâtiment à un moment devient... Je sais pas quel autre bâtiment devient... Enfin oui, c'est dire à quel point on retient des détails comme ça, bien plus que... Moi je dis, je me rappelais que de l'ascenseur, quoi, vraiment. Et ça, et oui, son nom là, 5 et 5, et 5 font 8, machin, je sais plus comment il s'appelle, mais alors que c'est juste Charles XVI au final, mais vraiment, c'est génial, quoi. Autre petit point artistique. La nuit, quand ils sortent du tableau et qu'ils veulent s'enfuir, ils arrivent à s'enfuir parce que la cruche du tableau tombe sur le feu, et en fait c'est pareil, ça s'est inspiré de La Cruche cassée qui est un tableau de Greuze. Ouais, totalement. Voilà, ça pour le coup c'est un peu plus étudié entre guillemets, ça a déjà été dit plein de fois, mais je pense que c'est intéressant de le rappeler. C'est dire toute ça on n'en doutait pas, mais toute la culture artistique de en même temps, c'est qu'à cette époque-là aussi, les écoles d'animation, il n'y en avait pas ou presque pas. Parce que ils ont vraiment une formation très classique. Et c'est ce dont on voulait parler aussi, c'est que le film, ça a été vraiment un vrai chantier. Un laboratoire. C'est ça, c'était un laboratoire. Parce que eux-mêmes, du coup, quand ils ont cherché leurs centaines de collaborateurs, ils ont dû aller chercher des jeunes qui sortaient des écoles des beaux-arts. Parce que je suis même pas sûre qu'il y avait des écoles d'animation à cette époque-là. Et du coup, c'est eux qui se sont formés à l'animation et qui, pour après, peut-être, eux, leur modèle aussi, c'était Disney. Et des gens qui, après, peut-être, vont faire les belles heures de Disney aussi. Non, il y en a pas, après, qui ont... Je crois, il y en a qui ont continué dans l'animation, qui ont fait des... Faudrait chercher. Donc, en fait, ce film, du début à la fin, c'est une inspiration. Il aurait préparé ce podcast. Du début à la fin, c'est une inspiration pour beaucoup de gens dans sa conception, puisqu'ils ont recruté ils ont recruté beaucoup de dessinateurs, et après, toute l'inspiration qu'il y a eu, notamment, effectivement, pour... le studio Ghibli, Takahata, Miyazaki, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on les connaît, les Miyazaki, mais si on les revoit maintenant, après avoir bien revu celui-là, le robot de château dans le ciel. Les gens disaient aussi que le château de Cagliostro, aussi, apparemment, était inspiré du royaume du roi et l'oiseau. Il doit y avoir d'autres choses. De tachycardie. De tachycardie. Ouais. Quel autre point on peut aborder ? Est-ce que je peux mettre une autre citation ? Parce qu'en fait, c'est pas la citation que je voulais dire tout à l'heure, que j'ai dite. Du coup, est-ce que je peux l'enregistrer ? Et si jamais ça fonctionne, de la mettre à la place ? Mais sinon, c'est pas grave. Si tu veux. C'est pas grave, parce que ça marche aussi. Mais je trouve que l'autre est encore mieux. Il disait
C'est un métier curieux qu'on fait, vous savez. Ça paraît dérisoire à des tas de gens qui regardent ça de l'extérieur. Ils se disent « Qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui passe un demi-siècle à essayer de donner une réalité à quelques heures de rêve ?» C'est étrange comme comportement. Oui, je sais bien, mais il y en a tellement qui passent toute leur vie à faire chier les autres que je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant. Ça dépend que tu veux évoquer, Alex. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux pour Attends, qu'on je fasse pose une entrée, mes feuilles. une entrée smooth? Non, mais j'y vais. Un truc aussi où je pense que... Mais là, du coup, c'est plus à vous de m'en parler. Je pense que ça m'aurait marqué enfant. C'est le rythme des dialogues. Parce qu'on parle beaucoup du texte, qui est très beau. Mais il y a aussi le fait que les acteurs se l'approprient de façon très vivante. Bah, je pense notamment à l'introduction de l'oiseau au tout début du film, qui est un passage hyper marquant, parce que ça... Enfin, ça virevolte dans tous les sens, quoi. Et je sais pas, du coup, si c'est des choses qui vous sont restées, ça, les voix, les... Bah, je sais que les voix sont un peu... Enfin, elles hantent, hein. C'est la tonalité, tout est très curieux. Et ne serait-ce que, bah, du coup, c'est Martin qui a repris la voix du roi, parce que ça devait être pour Brasseur au début. Non, c'est la voix de l'oiseau. Le de roi, l'oiseau, je sais c'est plus ça. qui le faisait. Ça doit être Serge Reggiani. Mais en tout cas, on sent bien qu'il essaye d'imiter Brasseur, enfin, dans le ton. Et ça donne un truc extrêmement curieux. Alors déjà, Brasseur, le ton était assez curieux. Ouais. C'était très caractéristique. Et Je suis triste que ça soit pas lui. J'aimerais bien, c'est pour ça aussi que j'aimerais bien écouter La Bergère et le Ramoneur, parce que j'aimerais bien avoir la voix de Brasseur, quoi. C'était incroyable. la voix de Brasseur dans le Quai des Brumes. Ouais. Un peu ce... C'est vraiment ça. Donc, Ouais. oui, c'est vrai que c'est... Bah, ça rajoute au curieux de l'ensemble. Hein, mais... Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de texte. Oui. Moi, honnêtement, je pense que dans mes souvenirs, je voyais quelle voix avait l'oiseau. Parce que, bah, effectivement, la voix va totalement avec son personnage, en fait. Enfin, c'est un tout qui va avec cette grande voix, comme ça. Mais en même temps, moi, dans tous mes souvenirs, on était plus proche du film muet que du film parlant. Ouais. Bah, Et je sais pas pourquoi. En le revoyant, dès les premières minutes, je me suis dit, est-ce que le roi parle? En fait, je me rappelle plus. Oui, pareil. Et parce que ça met du temps à arriver, et puis il finit par dire un morceau de phrase, je sais plus ce qu'il dit en premier, mais on se demande tout de suite s'il va y avoir de la parole ou pas, à part l'oiseau qui est le narrateur aussi, hein, enfin qui raconte finalement l'histoire. C'est son histoire. Et je me Ça rappelle m'est arrivé à moi. C'est son histoire, oui, c'est ça. Je me rappelais des chuchotis de La Bergère et le Ramoneur au début, quand ils disent les petites paroles d'amour, ça je m'en rappelais. Les petits chuchotis comme ça, mais c'est tout. Mais sur la voix du roi, justement, je l'ai trouvée presque surprenante parce que oubliable. C'est-à-dire que il parlait une première fois, et plus loin dans le film, quand il s'est remis à parler, j'étais « Ah mais oui, c'est vrai qu'il a cette voix !» Et j'oubliais la voix qu'il avait. Enfin, et ça va très bien avec le personnage qui est très très effacé, en tout cas dans une bonne partie. Après, quand c'est le personnage du tableau, il devient beaucoup plus présent. Oui. Mais au début, ouais, c'est ce côté très, très effacé. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'en rappelait pas. De dire pourquoi il parle, alors qu'effectivement, sa voix lui va très bien. Mais ouais, il y a le côté... c'est pas aussi lui... Pourtant, c'est lui l'important quand même, mais... ouais, c'est ses actions et son mélange de méchanceté en fait, dans ses actes. il est là que globalement pour qu'on se dise... oui, c'est ça. C'est un abruti, il est idiot et en plus c'est un dictateur. Il est méchant et ouais, bête. c'est ça, c'est juste... Enfin, c'est globalement une vision très binaire. Hein. Oui. Il y a les gentils, il y a les méchants, le roi c'est un gros vilain. Et voilà. Hein, donc ça passe aussi par le ridicule, passe partout, par la voix, par le fait qu'il dit pas grand-chose, par le fait qu'il louche, par ses dents très pointues, par le fait qu'il a un corps quand même très particulier aussi, avec un grand cou, une espèce de bedaine, et enfin il est très bizarre cet homme-là. Donc voilà, t'en croises pas tous les jours dans la rue. Et ouais. Et à contrario, pareil, La Bergère et le Ramoneur, extrêmement cliché aussi. Mais c'est ça. Tous les deux beaux comme des cœurs. Une espèce de beauté idéale qui, en fait, elle-même est bizarre aussi. Oui, qui elle-même est bizarre, parce que c'est des tableaux en fait. C'est pour ça, c'est que c'est des tableaux. Ça n'a que cette logique-là. Mais c'est vrai que même quand il parle, là, il sauve l'oisillon. Et pareil, après, avec l'aveugle qui joue de la musique, où il lui dit mais si, il y a du soleil. Enfin, c'est hyper. Enfin, vraiment, c'est ça, c'est la gentillesse et la beauté. Enfin, il y a tout, quoi. Mais pourtant, c'est pas un film
qui peut être binaire comme Enfin, il est moins binaire, je trouve, que certains Disney. Et c'est bizarre, parce que c'est pas logique avec ce que je viens de dire je suis assez avant. d'accord. Je suis assez d'accord parce que le roi se retrouve souvent à être touchant dans les moments où tu sens qu'il est... en tout cas au début, quand il vit à travers les représentations de lui, t'as cette impression que lui est pas capable de se voir tel qu'il est. Avec le premier peintre qu'il représente en train de loucher. Ça c'est sûr. Après je pense qu'à l'époque ils ont pas... Je sais pas s'ils sont allés aussi loin, mais oui, c'est un roi bourré d'insécurité. Surtout que... Clairement, il y a un moment où il se regarde dans le miroir, il me semble, non ? Je sais plus. Et il le brise. Il le brise. Et surtout qu'avec le premier portrait, quand le mec lui montre avec la louche, où il louche, il lui sourit et tout. Et il lui donne une médaille. Oui, c'est bon, il lui donne une médaille et il rigole un petit peu limite avec lui. Et après, par contre, c'est quand le mec est derrière qu'il s'en débarrasse. Ça, c'est le fait de voir des Picasso dans le couloir. Forcément, t'as envie de... Voilà, j'ai créé un blanc avec ma blague. Impeccable. Donc oui, curieux personnes, tous en fait, ils sont tous très curieux. Oui, ils sont tous très curieux. Et au contraire, je trouve que les voix ont tendance un peu à... elles hantent un peu les voix, je trouve. C'est marrant, on n'a pas du tout la même... Si, mais parce que c'est très bizarre, cette tonalité, puis ces grains de voix, Et l'oiseau, on n'en parle pas, l'oiseau il est... moi enfant ça m'aurait peut-être fait peur je l'ai vu, je me rappelle pas si ça m'a fait peur, il y a une intensité mais si les tons et tout parce que globalement nous on était enfants début des années 2000 c'est pas en 79-80 donc peut-être qu'on est un peu surpris aussi par ces tons très, très presque un peu châtiés sans trop l'être, c'est vrai que et des grains de voix qui est plus même années 50 clairement. S'ils sont restés bloqués en 53, c'est... Vraiment. Oui, c'est ça. T'as totalement raison. C'est ça. Donc, si vous voulez, il y avait Le Roi et l'Oiseau et Titeuf, donc c'est quand même pas les mêmes... mais c'est vrai, mais en fait, ça paraît risible comme ça, mais c'est... T'as totalement raison, j'avais pas du tout pensé. C'est important de le dire. Et je pense pas que ça soit effectivement... c'est pas que parce que c'est du Prévert. Parce que le langage du Prévert est très... parlé. Non, écrit, je trouve, justement. On n'est pas d'accord. Si la montée d'ascenseur, quand même, c'est très écrit, je suis d'accord. C'est hyper écrit, et pourtant, c'est pas à cause de ça que... C'est justement le ton des voix, comme tu disais, qui fait que c'est quelque chose qui... On sent l'ancien parler des films, des débuts des parlants, et c'est marrant, parce que pourtant, Prévert aurait pu participer à alourdir un peu. Et en fait, ça donne plus l'humour... Et au contraire, ça allège peut-être plus certains discours. Moi, je trouve que c'est toujours plus parlé, en fait, Prévert. Et même quand il écrit les dialogues de films, je reviens à Quai des Brumes, mais c'est des dialogues très enlevés. C'est des phrases très... c'est du parler, du court, du efficace. Et, alors, effectivement, cette montée d'ascenseur, c'est très écrit, oui, parce qu'il y a 20 000 trucs à dire. Mais à part ça... Je suis pas tout à fait d'accord. Et voilà. Pas d'accord, mais ça y est. En même temps, on le savait qu'on ne serait pas d'accord. De base, on a aussi choisi ce film parce qu'on n'était pas d'accord, sinon c'est pas rigolo. T'as de beaux yeux, tu sais. Non, c'est pas dans ce film-là. Non, c'est pas ce film-là. Mais tu vois, c'est ce genre de choses en fait. Pour moi, Prévert, je l'assimile à des trucs très. Ouais, je comprends. En fait, c'est marrant parce que je pense qu'il y a vraiment les deux côtés, parce qu'il y a d'autres choses qui sont tellement poétiques que c'est vraiment écrit. Et où là, on est vraiment dans ces poèmes et dans ces trucs comme ça qui sont vraiment moins parlés. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis un peu moins en désaccord, du coup. Bon, on est semi-d'accord. Qu'en penses-tu, Alexis ? Moi, je trouve que comme il y a une grande économie de dialogue et qu'il n'y en a pas beaucoup, si jamais ils avaient été très parlés, ils auraient peut-être un peu perdu en intensité, que là, comme ils sont rares, mais du coup très bien tournés, quand l'oiseau parle, par exemple, du soleil, de la lune, des trucs comme ça, ça a ce côté un peu iconique à chaque fois. Alors, je me souviens un peu moins, par exemple, des paroles de La Bergère et du Ramoneur. Je pense que c'est peut-être un peu plus, comme tu dis, parlé. Alors, moi, je trouve que non. Parce qu'elle lui dit des phrases comme tu sais très bien que je n'aime que toi. Et l'autre, il lui dit mais toi aussi, tu es le seul amour de ma vie. C'est deux phrases comme ça. Ils disent vraiment pas grand-chose. Ils disent pas c'est très silencieux. Ouais. Ce qu'ils disent le plus, c'est oiseau pour appeler l'oiseau à leur secours. Oiseau, ouais, exactement. Voilà. Belle imitation. Merci. Tu as fait les doublages, non ? Ouais. Peut-être le Ramoneur, je ne sais pas. Impeccable. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là.
Oui, je pense Non. qu'on en a dit déjà pas mal sur ce film-là. On espère que ça vous aura plu. Et on vous invite à regarder surtout ce film qui vaut le... Pour que vous soyez pas d'accord avec nous. Oui, c'est ça. Envoyez-nous des messages pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça nous intéresse. Mais c'est un film qui vaut vraiment le détour et qui est surtout un jalon énorme dans l'histoire du film d'animation, Oui. qui a le mérite d'être français. Et donc franchement, oui, à voir et à revoir. Et je pense que le voir plusieurs fois, c'est pas idiot. Hein. C'est pas idiot parce qu'il y a énormément de nuances. Faut une thématique par visionnage. Première thématique, l'art. Hein. Observez bien les sculptures, les tableaux et toute la symbolique que revêt l'art. Non ? Oui, bah, je maintiens là-dessus. Écoutez, que voulez-vous ? Mais oui, il y a plusieurs niveaux de compréhension, plusieurs degrés de compréhension. En fait, il y en a beaucoup même. C'est un film très... on l'a déjà dit, mais... C'est un film qui est important qu'on l'aime ou pas, en fait. Oui, c'est ça. C'est un film qui va marquer forcément, que ça soit en bien ou en mal, mais... Et peu importe les lunettes qu'on a pu mettre quand on le visionne. Oui. C'est quoi qu'il arrive, ça va être marquant et on va se dire, tiens, ça sort de l'ordinaire. C'est pas des choses que je vois tous les jours. Vous n'apprécierez peut-être pas, mais vous verrez ceux qui viennent après différemment. Oui, ah bah clairement. Et puis vraiment, faut regarder ce film-là et après voir ceux du studio Ghibli. De toute comme ça, façon, vous toutes les excuses sont bonnes. Et chercher toutes les références. Où est l'origine du robot de fer C'est ça. Et surtout, n'oubliez pas d'aller écouter l'autre podcast qu'on a fait sur la manufacture de Busson qui fait des tapisseries d'après l'univers du studio Ghibli. Et finalement un peu d'après l'univers du Roi et l'Oiseau. Et donc c'est un premier épisode qui, on espère, et normalement sera pas le dernier. La prochaine fois, on espère vous parler de films d'Halloween. Donc ça sera peut-être un peu plus comme là, cette deuxième partie du podcast, où on va essayer de chacun présenter ce qui est pour nous un film d'Halloween, avec un ou deux choix. Et on va en parler. Être de nouveau pas d'accord, sans doute. Sans doute. C'est bien d'être J'espère d'accord. bien. Il faut ne pas être d'accord. C'est nul si on est tous d'accord. C'est pas intéressant. Et on espère vous retrouver. Mais oui, il va sortir bientôt, celui sur Halloween. Il faut qu'on l'enregistre, mais Faut qu'on l'enregistre. ça va arriver. Attends, on est quelle date là ? 22. Le 22, oh là là. Vous avez tous les coulisses. Toutes les coulisses. Nous sommes le 22 octobre 2023, si vous voulez savoir. Il est actuellement 18h32. Exactement. Nous Il sommes y a un chat qui dort sur le canapé. Voilà, dans un sac Léonard de Vinci. Bref, espèce de camoulox géant. Et oui, mais prochain épisode Halloween, puis surtout, on va évoquer beaucoup de films et pas que juste des films d'ailleurs. On va essayer de cibler aussi des mouvements, des courants. Pour avoir une vision plus globale de l'histoire du cinéma. Mais, Des réalisateurs, des réalisateurs, réalisatrices, on verra. Acteurs, actrices, etc. Et oui, il y aura beaucoup d'épisodes, en tout cas c'est l'ambition qu'on en a. et ouais, on espère que ce premier épisode vous a plu. Et on vous dit À bientôt. À bientôt.